Quatrième épisode, deuxième partie. Cette fois-ci, nous abordons la question de la romanisation du monde de la Mauritanie et de l'antique Numidie, restaurée au cours du IIe siècle et intégrée à l'Afrique romaine. La Mauritanie est elle-même découpée en deux provinces, la Tingitane à l'ouest, correspondant au nord du Maroc actuel, la Césarienne à l'est, correspondant au centre et à l'ouest de l'Algérie actuelle. La Numidie est quant à elle intégrée à la province proconsulaire d'Afrique, ce qui implique que pendant tout ce processus des 2e et 3e siècles, on va avoir une structuration entre peuples morts de manière de plus en plus indifférenciée et peuples romains identifiés à la province d'Afrique, mais pas seulement. Alors ici, sur cette vignette, vous pouvez observer deux empereurs issus de la population berbère, le fils de Septime Sévère à droite, Caracalla, qui joue un rôle essentiel pour la plupart des cités importantes d'Afrique du Nord de cette époque. Et à gauche, son successeur immédiat a renversé en l'assassinant, Macrin, qui est lui-même nord-africain, lui aussi d'origine berbère, et dans son cas, spécifiquement originaire de Césarée, la capitale de la Mauritanie césarienne, donc un mort. Et puis cette mosaïque exceptionnelle de Constantine, fabriquée juste avant la christianisation de l'Empire romain et juste avant la christianisation de cette cité, un des derniers vestiges du polythéisme antique au début du IVe siècle, avec une iconographie qui rappelle en fait les premières iconographies chrétiennes, notamment avec la nimbe du dieu Neptune et d'Amphitrite, et également donc un certain nombre de traits iconographiques qui sont typiques de cette période tardive. La première sous-partie de l'épisode 4 concerne la romanisation des morts et la confrontation avec les Gétules. Donc c'est un double processus, c'est-à-dire qu'à la fois vous avez des populations berbères en deçà du limès romain qui pénètrent le monde romain et se romanisent. Pendant que les morts du monde romain se romanisent eux aussi en emboîtant le pas aux Libyques et aux Numides qui étaient déjà en grande partie romanisés au cours du 1er siècle de notre ère. Et donc on a un processus à la fois d'intégration de populations anciennement gétules avec de nouvelles ethnogénèses, de nouvelles formations d'identité ethnique, confédérale, tribale, nationale, de gentes, et leur intégration aussi au monde mort qui est lui-même un monde de plus en plus moro-romain. La deuxième sous-partie, en revanche, consistera à traiter des évolutions précisément au moment de l'émergence donc, de grandes familles aristocratiques nord-africaines, en particulier évidemment les Sévères, qui prennent le pouvoir à la chute de la dynastie des Antonins, à la chute donc de Commode, Septime Sévère, qui est un aristocrate de Leptis Magna, un aristocrate libyque, punicisé, un libo-phénicien, ayant acquis la citoyenneté romaine au 1er siècle et au 2e siècle acquis le rang sénatorial. Et puis son épouse, qui est un petit peu l'équivalent, mais d'une famille noble encore plus importante de Syrie, et leurs deux enfants, Caracalla et Geta. Dans cette première sous-partie, on va d'abord revenir un petit peu sur la géographie physique de l'espace nord-africain, de cette péninsule qu'est l'Afrique du Nord, qu'est le Maghreb. Une bonne partie des espaces de la bande climatique botanique méditerranéenne sont évidemment romanisés. C'est le cas de l'espace de la Numidie et de l'Afrique, de la province proconsulaire d'Afrique, mais c'est également le cas de la Mauritanie césarienne. Et dans le cas de la Mauritanie tingitane, en revanche, une partie de la zone climatique méditerranéenne, à l'agriculture pluviale, échappe au contrôle romain. Que ce soit bien évidemment la région du Rif, mais en deçà du Limès, au sud de Salé et Volubilis, de l'actuel Meknès, de l'actuel Fès, un territoire relativement important, peuplé par des groupes berbérophones, apparentés aux Gétules autololes, ou issus des Gétules autololes, et qui occupent tout cet espace jusqu'au pied de l'Atlas, comme leurs voisins, donc issus des Gétules et Gétules autololes, des steppes centrales, occupent en revanche des zones exclusivement semi-arides. À l'est, finalement, en Tripolitaine, et en Afrique, le sud de la province d'Afrique proprement dite, la future Byzacène, en revanche, un territoire justement peu favorable à l'agriculture, même si elle se développe également. On a une forme d'asymétrie. À l'est, les Romains sont présents très en deçà, même dans les zones très désertiques, les populations romaines, l'Empire romain. À l'ouest, en revanche, même dans les zones d'agriculture méditerranéenne, on échappe à l'Empire romain. Et cela va évidemment jouer un rôle dans l'identification des communautés maures et romaines, cette dichotomie, cet antagonisme entre populations maures et romaines, qui va persister jusqu'à l'époque islamique. On voit ici une représentation du Limès, précisément, qui nous permet de se représenter cet espace contrôlé par les légions romaines, contrôlé par l'Empire romain, un espace donc où la population se romanise progressivement depuis la côte tunisienne vers la Numidie, la Mauritanie césarienne et la Mauritanie tingitane. Progressivement d'est en ouest, comme elle s'était punicisée d'est en ouest
300 ans plus tôt. L'informateur clé de la géographie de cette époque, c'est Ptolémée, qui écrit au IIIe siècle, en grec, et qui décrit le monde en lui donnant des coordonnées de latitude et de longitude, ce qui permet de reconstituer des cartes à partir de son travail. Ici, une représentation d'époque moderne. On ne va pas rentrer évidemment dans le détail de toute la projection, mais ça permet de voir comment il se représentait à l'époque donc romaine impériale, du Haut Empire ou du début du Bas Empire, l'espace des Mauritanies, les deux Mauritanie ou Mauritanie, la Césarienne à droite, la Tingitane à gauche. Et donc on voit qu'ils avaient l'illusion que la côte africaine revenait en fait tout doucement vers le sud-est. Alors qu'on sait qu'elle va tout doucement vers le sud-ouest en réalité. Voilà un petit peu quand on surimpose la province de Tingitane proprement dite sur la province de Tingitane telle que Ptolémée la représente, on voit qu'on est un petit peu obligé de se déformer et de mettre le nord au nord-ouest, surtout qu'en fait la partie fondamentalement romaine est toute petite par rapport à l'espace des Mauritanies. Ici, une autre projection moderne, celle-ci, de la carte de Ptolémée. Volubilis ici, Tamousida sur le fleuve Sebou ici, Salah au sud de l'embouchure du fleuve Sebou, à l'endroit du fleuve Salah précisément, Lixos à l'embouchure du fleuve Locos, Lixos, Zilis à Zila, Abila, les septem fratrem, les 7 frères, c'est-à-dire Septa, et Banassa par exemple est très bien situé ici sur le Sebou en amont de Tamousida. Tokolosida ici est un petit castrum sur le Limès pour une section de la Légion romaine d'Afrique du Nord. Silda est en fait Gilda, qui a été identifiée dans la plaine du Sebou aujourd'hui. Et puis pour tout ce qui est au sud, on est dans l'espace qui échappe justement aux légions romaines, même si Dion Cassius, qui est un contemporain de Ptolémée, dit qu'un certain nombre tout de même de légionnaires font des expéditions dans ce qu'il appelle la Machénitide, donc tout l'espace qui correspondra au Moyen-Âge, au royaume de Marrakech. Et on retrouve par exemple un toponyme qui est Wekat, qui correspond exactement à Bakwat, le nom d'une confédération tribale de la région de Casablanca, du Tamesna moderne, et éventuellement même qui tend vers le Tadla, une région qui est assez largement au sud de Volubilis et de Salah. Pour ce qui est de Campus Rufus, dont le nom est assez à l'évidence romain, on ne l'identifie pas. Un certain nombre d'autres ports et de fleuves sont non identifiables, sans compter un certain nombre de confusions probables. Quand on surimpose l'Afrique du Nord romaine, on réalise la disproportion et aussi la toute petite taille de la partie romaine de la Mauritanie. Telle une autre projection moderne de la carte de Ptolémée, où on a légèrement atténué le renfoncement vers le sud-est, peut-être pour le rendre plus plausible. En ce qui concerne la Césarienne, on identifie ici Tipaza, où se trouve le tombeau de Juba II et Cléopâtre Sélénée, juste à côté donc de la capitale de Césarée, Iole, l'antique Iole devenue Césarée, ici Iulia Caesarea, et Icosium, qui est l'actuel Alger, l'espace de la Kabylie. Donc on arrive ensuite dans la région de Sétif, ici, qui va former sa propre province autonome à partir de la fin du IIIe siècle, la Mauritanie sitifienne. Pour rappel, on l'a déjà présenté au cours de l'épisode 3, mais en ce qui concerne le Maroc, qu'évidemment vous me pardonnerez d'avoir une focalisation plus forte sur le Maroc que je connais mieux, on peut identifier les différentes villes romaines ou romanisées au cours du IIe siècle, au cours du IIIe siècle, justement en croisant les informations de Pline qui écrit au 1er siècle et de Ptolémée qui écrit au 3e. On a un certain nombre de groupes, par exemple les Saliens et les Volubiliens, qui sont en réalité des citoyens de ces deux cités, dont on va voir qu'elles sont parfois fédérées. Et puis on a des groupes tribaux qui sont à l'intérieur du Limès, mais qui ne sont pas romains. C'est ce qu'on va voir avec le cas des Egrenses. Ou les Maziques, qui sont apparentés au groupe Gétule du deçà du Limès, mais qui sont complètement à l'intérieur du Limès. On trouve des Maziques dans la région de l'Ixos et on trouve des Maziques dans l'Oranie. Pour le rappel, on a évidemment ces Wakwat Bakwat, qui correspond à cette Oikat, ce toponyme identifié par Ptolémée, quelque part entre le Tadla, le Tamesna et le Haouz Marrakech. Les Makanitai, les Baniours, qu'on va retrouver un petit peu partout en Mauritanie césarienne et jusqu'en Numidie. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce soit les Makwat, les Bakwat ou Wakwat, probablement le même terme, simplement en fonction de la région, ou les Makanites, il est tentant de les rapprocher du nom de confédération tribale ou d'ethnie ou de groupe politique d'époque des débuts de l'islam. Les Makanitai rappellent les Meknassa, et les Bakwat ou Wakwat rappellent singulièrement les Balrouata qui dominent en effet cette région-là du Tamesna et ne sont pas musulmans, même s'ils sont monothéistes, jusqu'au Xe siècle. Et donc, ils constituent une espèce d'enclave pré-islamique ou non-islamique à l'intérieur du Dar al-Islam. Voilà un petit résumé de ce qu'on peut dire à partir de Pline et à partir de Ptolémée, un petit peu de la structuration ethnique. Justement, ces Maziques qu'on trouve à la fois en Tingitane et en Césarienne. Maziques qui, eux, renvoient assez explicitement à l'étymologie de Mazir, à Mazir, qui désigne aujourd'hui dans le langage moderne politiquement correct, l'ensemble des populations berbérophones, mais qui historiquement désigne des sous-groupes à l'intérieur du monde berbérophone, du monde libyque, du monde
africains, nord-africains, puis qu'on va désigner comme Maures, et puis qu'on va désigner comme barbares à l'époque islamique. Le terme mazir est toujours utilisé pour désigner la langue des populations qui vivent en gros entre Marrakech ou Ouarzazate à l'ouest et le Moyen Atlas au nord. La tamazirt, la langue est ici appelée la tamazirt. Mais par exemple, dans les régions plus à l'ouest, vers le Souss, on parle de Tachalhit et on donne des noms régionaux en fait aux différentes langues berbères un petit peu partout. Donc on a vraiment une spécificité de cette zone-là qui était la zone d'habitat d'ailleurs un certain nombre de ces groupes gétules ou post-gétules, gétules autolol, notamment les Bagnures, etc. Alors on nous parle justement des autolols. Et des gétules autolols seraient sortis un certain nombre de groupes, les Wessoun, les Bagnures, dont on a vu dans l'épisode 3 qu'ils avaient donné une multitude de petites tribus ou de petits groupes, de petites ganites, de petites nations, avec des noms similaires, Mahour, Mahour, Mahoureb. Les Wakwat Bakwat, qui a peut-être étymologiquement le même sens d'ailleurs que Mort, qu'on a vu dans l'épisode 2, ou que Afra, Afri, donc qui a un rapport avec la grotte peut-être étymologiquement. Et puis, un terme qu'on va voir apparaître au IIe siècle, une confédération qui est très peu mentionnée au 1er siècle et qui émerge de manière très importante au 2e, et 3e et 4e siècle. Les Bavars, dans les sources romaines, Bavars, qui sont parfois Babars et qui sont souvent déformés en barbares et qui ont peut-être donné le terme barbare utilisé par les Arabes pour désigner l'ensemble des populations berbérophones. Donc on a l'émergence du terme amazir et du terme barbare à ce moment-là. Les Makénites, dont on a vu le lien possible avec les Meknassa, une grande confédération tribale qui domine la partie orientale du Maroc actuel au début de l'islam. Et puis on a toujours une branche des Gétules qui s'installe progressivement dans la partie au sud de l'Atlas, les Gétules d'Ariens. Au nord de l'Atlas, c'est ce que Dion Cassius appelle la Makénitide. Et au sud, on a les Gétules d'Ariens qui sont en concurrence avec les Éthiopiens d'Aratite et d'autres Éthiopiens, les Pérors, dont l'étymologie est inconnue. On a le nom de l'Atlas qui est Dur, Durdis, Duris, Durd, et qui est assez similaire au Daren du berbère médiéval qui désigne le haut d'Atlas. Et puis on a des groupes, donc probablement les gens du Souss appelés Skélates, et puis les Massates, à l'évidence, les habitants de la région du Massa. Alors précisément, Dion Cassius qui nous parle de la Makénitide, des Makénites, et qui l'associe donc à l'Atlas et aux sources du Nil. Pour rappel, les premiers auteurs, Strabon, Pline et plus anciens, avaient tous eu cette petite intuition que les fleuves qui sortaient de l'Atlas avaient un rapport avec le Nil. Et Dion Cassius, lui, est beaucoup plus affirmatif. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on connaît mieux cette région, on va s'enfoncer dans cette erreur, en fait. L'idée que le Dra est une source du Nil, ou la source du Nil, à mesure qu'on connaît mieux ce territoire de la Makénitide. Donc Dion nous dit, au début du IIIe siècle, le Nil tire visiblement sa source du mont Atlas. Ce mont est dans la Makénitide, près de l'océan, du côté du couchant, il s'élève beaucoup plus que les autres montagnes, ce qui a fait dire au poète qu'il était une colonne du ciel. Car personne n'est jamais monté au sommet et n'a vu sa cime. Aussi est-il constamment couvert d'une neige d'où se forme l'été une quantité prodigieuse d'eau. D'ailleurs, toute la partie qui environne le pied de la montagne est marécageuse. Et cet état s'augmente encore alors et produit dans cette saison la crue du Nil. Car c'est de ces marécages qu'il sort, comme en sont en témoignage le crocodile et les autres animaux qui y naissent aussi bien que dans le fleuve. Autant vous dire que pour la zone marécageuse, je ne la connais pas. Et quant au crocodile, il n'y en a plus dans le sud marocain, mais il y en a encore dans un certain nombre d'oasis de l'espace saharien. Donc c'est tout à fait plausible. Que personne ne soit surpris, si j'ai découvert ce qui était inconnu aux anciens Grecs, justement, ils s'enfoncent dans une erreur qui était tout simplement une intuition ou une hypothèse. Donc Cassius, lui, est affirmatif. Les Makénites, ces peuples berbérophones qui vivent au pied de l'Atlas, habitent le voisinage de la Mauritanie inférieure, et plusieurs des soldats qui servent dans ce pays vont jusqu'à l'Atlas. On a le témoignage, justement, de camps fortifiés romains dans des zones qui sont très 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 en deçà du Limès, puisque les Makénites ne dépassent jamais la région de Marrakech, a priori. Alors ici une petite représentation où le limès est en pointillé, les groupes avec une tentative d'interprétation de leur étymologie ou de la forme berbère de transcription grecque et romaine, donc avec les gétules-autolols qui donnent les Bagnures et les Makénites dans la région du Maroc en deçà du Limès, dans le royaume de Marrakech médiéval. Donc un mélange de certains groupes gétules-autolols avec le substrat mort et métagonite dans le cas du Rif. Et aussi donc, un même mélange avec les Massiles et les Massaïciles, avec l'introgression de Gétules dans cet espace Massile et Massaïcile numide, qui devient celui de la Mauritanie césarienne et de la Numidie, un espace plus romanisé, en tout cas dans la partie orientale, et puis donc le développement de ces groupes issus des Gétules, les Bagnures, etc. Et puis les anciens groupes libyques, il y a les Libéo-Phéniciens qui sont romanisés aujourd'hui très largement, au IIe siècle, qui se romanisent au cours du IIe siècle très largement, et puis les Libyques de l'arrière-pays, notamment les nomades, notamment les Nassamones, etc., qui, eux, échappent à la culture romaine. Alors, cette carte permet de se représenter un petit peu l'évolution du front romain, justement, par rapport à cet espace qui n'est pas encore caractérisé comme un espace mort, l'espace post-libyque, on va dire, l'espace berbérophone. En vert, c'est la province d'Afrique, avec les sous-provinces créées à l'époque de Dioclétien, à la fin du IIIe siècle de notre ère.
la Zoghitane, donc le territoire agraire, proprement parlé, la Byzacène, plus aride, semi-aride, la Tripolitaine, semi-aride également, donc la Libye actuelle, la Libye occidentale, la Numidie, donc région berbérophone historique, mais en voie de romanisation très intense, entre la romanisation des populations numides et la colonisation italienne. Et puis la Mauritanie, donc la Mauritanie tingitane et césarienne, et puis la formation de la sétifienne, aussi avec les réformes de Dioclétien à la fin du IIIe siècle. Cet espace, donc les Mauritanies en orange et l'Afrique en vert, a structuré une représentation qui est les Maures d'un côté, les Africains de l'autre. Et cette représentation est issue de l'introgression justement des populations issues des Gétules et Autololes. Les Bakouates, les Makénites, les Banures, les Bavars, etc. Ils vont progressivement s'introduire dans la tingitane, la césarienne, même la sétifienne et la Numidie, et qui vont produire une reconfiguration qui, à la fin du IIIe siècle, aboutit en fait à l'indépendance de ces territoires. Le limès violet que vous voyez est abandonné et il ne reste que le limès rouge, celui qui défend ce qui va devenir donc plus tard l'exarcat d'Afrique et à ce moment-là le diocèse d'Afrique. Quant à la frontière noire, donc c'est l'expansion la plus importante au moment du point culminant de l'Empire romain, à l'époque des Sévères précisément, qui vont réussir à soumettre une bonne partie des territoires de l'Algérie et de la Libye intérieure. Donc on a premier limès violet, ensuite cette expansion à l'époque de la dynastie des Sévères elle-même, donc berbère, et ensuite un retrait sur la péninsule d'Afrique, la péninsule tunisienne elle-même, avec une toute petite partie de la Mauritanie qui est maintenue dans le diocèse d'Afrique et l'exarcat d'Afrique, alors que toute la partie orientale est abandonnée aux peuples non romains, aux peuples barbares, qui ici sont eux-mêmes appelés souvent babars ou bavars, et qui sont progressivement tous assimilés. Toutes ces populations libyques en dehors du limès, 4e, 5e, 6e, 7e siècle, vont être assimilées donc aux populations maures, et en arabe aux populations barbares. Ici c'est un petit peu la même représentation, donc où j'insiste sur les populations justement fortement romanisées, donc que ce soit la partie atlantique de la Tingitane, qui est la véritable partie romanisée, la partie un peu l'Oranie, l'ancien centre des Massaéciles, et puis la région de la Césarienne, très fortement romanisée. C'est la raison pour laquelle elle va poursuivre sa vie à l'intérieur de l'Afrique alors qu'elle est mauritanienne. Donc avec la limite qui est ici en violet, qui sépare donc la province d'Afrique et les Mauritanies. Cette formation d'identité culturelle, linguistique, nationale. Les Afro-Romains ou les Africo-Romains, les populations romanisées et romaines de la province d'Afrique, la province proconsulaire d'Afrique, et les Mauro-Romains, des populations donc romanisées et les colons italiens des provinces de Mauritanie. Et puis les post-Gétules. Et tout ça va se restructurer au cours du processus que nous allons étudier. Et va aboutir à cette formation, à l'époque de la réforme de Dioclétien, où la Tingitane dépend des Gaules, mais en fait n'est plus sous contrôle romain, à part peut-être Tanger, et en tout cas Ceuta probablement. Où donc on a cette assimilation entre l'entrée des Gétules, ces nouvelles ethnogénèses, même une ethnogénèse qui va finir par désigner l'ensemble des populations berbères, ou reberbérisées par l'introgression Gétule, comme morts par opposition aux Romains qui vivent dans la province d'Afrique. Et où on a donc ce rapport entre morts et Romains qui va se structurer. On a toujours des Romains en Mauritanie et des morts désormais en Afrique, de berbères qui vivent dans la province d'Afrique ou aux marges de la province d'Afrique ou dans les montagnes de la province d'Afrique, comme les Aurès, la Kabylie, la Grande Kabylie, même avec les Koutama, etc. Alors qu'historiquement, ça n'a pas de sens. L'aboutissement, après la réforme de Dioclétien, il reste la frontière rouge qui sépare le monde romanisé, les Afro-Romains et un petit peu des Mauro-Romains d'un côté, et les Maures et les Romains, issus donc de cette reconfiguration ethnique liée aux invasions gétules. Alors, au cours du 1er et 2e siècle, là, on est en Afrique, on est dans l'actuel Spetla, qui descend donc du terme Soufetoula, qui dérive de Soufet en punique. Cité très importante des confins de la province d'Afrique historique et non loin donc de la Numidie, mais donc au cœur de la province d'Afrique romaine. On est au point de départ de cette romanisation, et ici, le symbole absolu de cette romanisation, qu'on retrouve dans un grand nombre de villes qui deviennent des municipes de droit romain, ou évidemment dans les colonies romaines, c'est la triade capitoline. Minerve, Jupiter et Junon, sur cette sculpture qui n'est pas nord-africaine. À ce fait-là, les trois Kéla de la triade capitoline sont circonscrits dans un téménos, dans un espace sacré qui est absolument magnifique, extrêmement bien conservé et donc qui vaut le coup d'œil. Alors maintenant qu'on a présenté l'ensemble de cette organisation des post-Gétules, notamment les Bavars, les Bakouates, les Baniours et les Makénites, qui occupent tous les territoires du Maroc central et méridional, de l'Algérie centrale et méridionale, et à terme aussi s'assimilent aux populations que petit à petit on appelle morts également dans les marges de la province d'Afrique et de la Tripolitaine. Cet ensemble en fait frontalier, à partir du IIe siècle,
constitue une menace de plus en plus récurrente par vagues. Un certain nombre de raids de groupes, notamment contre la cité côtière de Ténès, Cartina, en Punique, aux alentours de 135. La dynastie antonine, qui règne sur l'Empire romain depuis la fin du 1er siècle, tente de les concilier par des hôtels de la paix qui sont en grand nombre à Volubilis. Des signatures de traités avec des chefs d'ethnie, de groupes politiques, de tribus, de confédérations, morts ou morogétules, extérieurs aux limes, mais qui font des intrusions non contrôlées. En 144, par exemple, le praeses de la Tingitane, le gouverneur de Tanger, qui est remercié par les élites des républiques de Salé et d'avoir libéré des razzias auxquels nous nous étions habitués. Alors, le long du Limes, la cité portuaire sur le fleuve Sala, de la cité homonyme de Sala, avec ce chapiteau égyptianisant aux feuilles de lotus très caractéristique, en fait, symbole de la cité. Donc, on a cette dédicace commune des décurions des municipes des Volubilitains et des Saliens ensemble, comme si les deux cités centrales, essentielles, avaient un lien particulier entre la Volubilis, centre de production oléicole, ayant greffé l'olivier domestique sur les forêts naturelles d'oliviers sauvages de la région, et puis le port de communication, d'exportation de Salah. Alors parmi les autres groupes tribaux berbères qu'on va voir apparaître à l'époque, on a les Kodamoussi qui sont probablement les ancêtres des Koutama qui vont être au centre de la géopolitique du Xe siècle fatimide. À Banassa, en amont du Sébou, donc un petit peu plus au nord que Salah et Volubilis, on a ce texte assez fascinant sur les relations avec la population des Erlens qui vivent autour du Limes, un petit peu au sud, un petit peu au nord du Limes, et probablement en contact avec Banassa, donc potentiellement plus au nord que Volubilis et Salah elle-même. À la fin de la dynastie antonienne, dans les années 160-170, et on a la copie en fait de 3 actes successifs, un acte de 168 et 2 actes de 177, donc dans l'encadré jaune, les Egrenses, donc c'est le nom de cette tribu, les Erlens. Et on va se concentrer sur le premier acte de cette table de Banassa, qui montre l'articulation entre la menace des élites ou morogétules, voisines du Limes, voire à l'intérieur de la zone romanisée, et le mécanisme d'intégration, de romanisation de ces élites. Je lis. Copie de la lettre de nos empereurs Marc Aurèle et Lucius Verus. Auguste à Coiedus Maximus, le propriétaire de Tingitane. Nous avons lu la requête du Zegrensite Julien qui était jointe à ta lettre. Et bien qu'il ne soit pas d'usage de donner la citoyenneté romaine à de telles gentes, terme par lequel on désigne une nation barbare systématiquement dans l'Empire romain, en particulier au Bas-Empire. Si ce n'est quand l'éclat des services rendus attire la faveur impériale. Considérant cependant que, selon ton témoignage, cet homme est un des premiers de son peuple, donc un prince, un des membres de l'élite, et on dit bien son peuple, Populus, et qu'il a donné des preuves de sa parfaite fidélité par un dévouement résolu, on est face à quelqu'un qui n'est pas un Romain, qui est le chef d'un clan parmi les Erlens, et qui pourtant est un auxiliaire considéré comme fidèle des Romains, dans un conflit avec potentiellement d'autres populations à l'intérieur de sa tribu, de sa gens ou d'autres gens morogétules. Considérant donc d'autre part que nous pouvons penser qu'il n'y a guère chez les Egrenses de familiers capables de se prévaloir de services comparables aux siens, on parle bien de famille, donc une famille au sens romain, une famille étendue. Encore qu'il soit dans nos désirs que beaucoup soient incités à suivre l'exemple, et là on a son nom, Julianus. Donc il a reçu un nom romain qui se réfère même à la gens Iulia, donc la famille de Jules César et des Julio-Claudiens. Par l'honneur que nous accordons à ce foyer, nous n'hésitons pas à donner la citoyenneté romaine sans abandon du droit de leur gens, donc ils sont à la fois citoyens romains, mais ils continuent à pouvoir utiliser leur propre droit national, ethnique, tribal, à lui-même, et aussi à Ziddina, nom berbère, son épouse, ainsi qu'à leurs enfants, dont on voit qu'ils ont déjà des noms romanisés, Julianus, Maximus, Maximinus, Diogenius. Le reste de la table nous explique qu'en fait, Fagura, l'épouse d'un certain Aurelius Julianus, qui est très probablement donc son fils, le premier Julianus, qui, dans sa trianomina, a le nom de famille, qui a le nom de gens, d'Aurelius, sans doute en lien avec Marc Aurèle, et qui est cette fois à un titre, il est devenu le prince de la gens des Erlens, le prince de la nation des Erlens. Au-delà des Erlens, beaucoup plus au sud, on a les Bakwats et les Makénites. Donc les Bakwats probablement dans le Tamesna, le Tadla, et les Makénites en deçà, dans le Haouz à Marrakech, pas loin de Safi, dans la Makénitide, selon Dion Cassius, le royaume de Marrakech. Et avec ces tribus-là, par contre, on a des hôtels de la paix qui sont le témoin des invasions, des raids, des replis et des stratégies pour l'État romain pour se les affilier ou en tout cas tenter d'avoir un modus vivendi avec ces populations voisines de l'Empire romain, morogétules, mais pas romanes. Et qui ne seront romanisées qu'au cours du IIIe siècle, ce qu'on verra dans la deuxième partie de l'épisode 4.
Ces hôtels de la paix, je vous en donne ici deux témoins fascinants qu'on trouve à Volubilis, où on retrouve Oukmet, à droite, qui est le prince d'une coalition de l'ensemble des peuples du Maroc central et méridional, des Makanites et des Bakouates. En 173, Marc Aurèle qui négocie donc directement, via son gouverneur, avec Oukmet, ce prince des Bakouates et des Makanites. Donc il faut imaginer véritablement un territoire de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés qui est fédéré autour d'un certain Oukmet, qui a été très loin. C'est-à-dire que cette énorme fédération a été jusqu'à débarquer en Bétique, dans la province du sud de l'Espagne, et menacer donc véritablement le cœur de la Méditerranée romaine. À gauche, le prince des Jantes des Bakouates. Après Marc Aurèle, sous commode, on a à nouveau Canarta, prince des Bakouates, donc il semble que la confédération a cessé de fonctionner, et il ne nous reste plus que donc un autre chef, Canarta, le prince des Barrouates. On en aura un certain nombre encore au IIIe siècle d'hôtels de la paix, dans la séquence des années 230 et dans la séquence des années 270. Et ça, on reviendra donc dans la deuxième partie.